Ce colloque s'inscrit dans notre réflexion, comme je l'ai dit ce matin, sur les grandes entités de la nosologie classique que nous avons entamées il y a 3 ans. Et dans notre souci d'articuler les repérages théoriques sur lesquels nous nous appuyons avec notre clinique. Nous avons devancé en cela l'appel de Patrick Landman, qui, dans l'initiative pour une clinique du sujet, nous dit « J'invite tous les cliniciens, psychanalystes, à réinvestir massivement la nosographie psychiatrique. Toutes les actions, journées, revues, tous les colloques sur les classifications, l'épistémologie en psychiatrie, le rapport psychanalyse-psychiatrie, la clinique du sujet, la nosographie, etc. sont bienvenus. Il faut profiter du mouvement qui se met en marche dans une synergie positive. » Le fait divers de la semaine dernière, qui était évoqué par Laure Baudimont à l'instant, a mis en lumière le questionnement de la société et des autorités sur la pertinence du travail des psychistes dans les affaires judiciaires. Nous avons pu entendre ces derniers jours des questionnements relayés par les médias sur la pertinence des expertises psychiatriques et psychologiques, ainsi que sur le suivi proposé dans le cadre judiciaire pour éviter la récidive. Nous avons pu voir lors d'un débat télévisé un député remettre en cause l'approche psychodynamique des experts psychiatres français et critiquer la théorisation freudo-lacanienne au profit des grilles d'évaluation anglo-saxonnes telles qu'elles peuvent être utilisées au Canada en particulier. Je voulais démarrer là-dessus, ça me semble être un enjeu tout à fait important actuellement, qui va dans le sens donc, de cette initiative pour une clinique du DSM, autrement appelé pour en finir avec le carcan du DSM, qui réfléchit, qui regroupe à la base une quinzaine de psychanalystes de différentes écoles, qui réfléchissent à la possibilité de mettre en place une alternative au DSM en préparation de la 5e édition du DSM qui est prévue pour le début de l'année 2013 et qui questionne tout ce que cela implique au niveau de notre positionnement, au niveau de notre conception de l'être humain, au niveau de notre conception de la clinique. Et il me semble tout à fait important que nous prenions place dans ce débat. Les enjeux de ce débat sont très importants. Ils mettent en tension des conceptions complexes sur le fonctionnement de la justice, sur la santé mentale, sur les attentes que la société peut avoir vis-à-vis des professionnels de la santé mentale. Le tout articulé à des questions de santé et de sécurité publique. Ce que nous pouvons voir à l'œuvre, notamment dans ce qu'a décrit Laure Baudimont, autour des questions de financement, autour des questions de prise en charge des patients, d'une manière assez vaste, que ce soit dans le milieu hospitalier, que ce soit dans le milieu associatif, la question effectivement de la mise en avant à partir de faits divers terribles, sans aucun doute, mais de pousser plutôt du côté d'une vision de protection de la société unilatérale et dans une vision un peu sécuritaire. Toutes les logiques qui sont mises en place depuis quelques années, nous pouvons voir une logique comptable à l'œuvre, une logique de la garantie, une logique de l'assurance, et pour les professionnels de la santé et du social, une logique de l'acte qui peut être comptabilisé, mais pas au sens où le définit Jacques Lacan dans le séminaire 14, la logique du fantasme, où il nous dit mais comment définir ce qu'est un acte? Il est impossible de le définir autrement que sur le fondement de la répétition. Et c'est précisément en cela que l'acte est fondateur du sujet. Il nous dit un peu plus loin, « Je franchis le Rubicon. Ça peut se faire tout seul. Il suffit de prendre le train de Saracano dans la bonne direction. Une fois que vous êtes dans le train, vous n'y pouvez plus rien,
vous franchissez le Rubicon. Mais ce n'est pas un acte. Ce n'est pas un acte non plus lorsque vous franchissez le Rubicon en pensant à César. C'est l'imitation de l'acte de César. Il nous dit un peu plus loin encore quatre grands points qui définissent selon lui un acte. L'acte est signifiant. Deuxièmement, il est un signifiant qui se répète, quoi qu'il se passe en un seul geste, pour des raisons topologiques qui rendent possible l'existence de la double boucle créée par une seule coupure. Troisièmement, il est instauration du sujet comme tel, c'est-à-dire que d'un acte véritable, le sujet surgit différent. En raison de la coupure, sa structure est modifiée. Et enfin, quatrièmement, son corrélat de méconnaissance, ou plus exactement, la limite imposée à sa reconnaissance dans le sujet, à savoir que le sujet ne le reconnaît jamais dans sa véritable portée inaugurale, même quand le sujet est, si je puis dire, capable d'avoir cet acte commis. Pour finir, vers la fin du séminaire, toujours autour de ce qu'est un acte, au sens dans lequel le définit Jacques Lacan, un acte, remarquez-le, si vous vous souvenez de la façon dont je l'ai introduit, n'a pas besoin d'être pensé pour être un acte. La question se soulève même de savoir si ce n'est pas pour ça qu'il est un acte. Il ajoute plein de prudence. Je n'irai pas plus loin dans ce sens, qui ne favorise que trop les semblants d'actes. Ça, c'est pour la définition globale qu'il donne dans le séminaire 14, mais le séminaire 15 s'appelle l'acte psychanalytique de 1967-1968. Et il nous dit dans ce séminaire, l'acte psychanalytique, nous le posons comme consistant en ceci de supporter le transfert. Nous ne disons pas qui supporte, qui fait l'acte, le psychanalyste, donc, implicitement. Donc, le chapitre est le lieu d'une assemblée religieuse à l'origine, où l'on a autorité pour se faire entendre, pour peser sur une décision. Autant dire que dans ce champ des schizophrénies, trouver la voie, le chemin, qui mène à un chapitre où faire entendre sa voix n'est pas chose évidente ni aisée, car on l'aura compris, se faire entendre pour un schizophrène revêt une polysémie où ne se produit aucun discours qui ne court le risque du hors-sens pour l'être lui-même. Pour mon intervention, mon appui premier est issu de ma clinique, où le territoire du signifiant, pour paraphraser le territoire du crayon cher à Robert Balzer, joue à plein. Le se faire entendre pour Hervé, patient d'une trentaine d'années, outre-marin, c'est là, sans doute possible, que réside sa plus grande difficulté. Comment habiter, aller dans ce monde extérieur parisien, cette rue, cette circulation, ces magasins, sans qu'il ait à se déchaîner contre l'autre méchant croisé au hasard de ses pérégrinations ou à se décomposer. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de schizophrénie au travers de la cure de ce patient d'abord paranoïaque? C'est parce que ces solutions belliqueuses marquent le pas, c'est-à-dire lui apparaissent désormais énigmatiques, inintelligibles, et le précipitent dans un abîme de non-sens qui achève de l'angoisser, de l'enfermer, chez lui et dans son monde, de le couper de la réalité. Il ne parvient plus à les étayer, ses résolutions, à son scénario de persécution. Pourquoi ai-je fait ça, s'interroge-t-il devant moi, au lendemain d'une énième altercation, quand jusqu'alors il s'agissait surtout pour lui d'expliquer pourquoi ça, il l'avait fait. Et ce moment de suspension pour lui n'est pas sans évoquer ce très beau mot d'époquer que j'ai appris notamment de Salvatore en lisant ses articles.
Cette époquée, ce mot grec qui vient en philosophie désigner avant tout la suspension du jugement, qui en fait est ce temps de recul que prend un sujet pour découvrir la nature du rapport d'intentionnalité qui lie la conscience au monde. Et c'est exactement ce très curieux moment qui est atteint en ce moment dans la clinique avec ce passage. La solution qui va aller jusqu'alors de juger que l'autre était l'élément entravant, injuste, injurieux, empêcheur d'aller à sa guise, cette solution, ce pis-aller, se dissout sans qu'il puisse pour l'instant lui substituer un autre ordre de relation, sans qu'il puisse substituer un autre décor qui vague où il puisse se payer sur la bête. De plus en plus fréquemment pour lui, se faire entendre ne peut plus s'entendre que comme un se faire entendre, tendre comme l'enfant, qui désormais est la figure dominante de sa propre représentation dans ses rapports aux autres, et autour de quoi tout s'articule de manière problématique et dramatique. Hervé en a assez de se replier en enfant sage à chaque rencontre avec l'autre social, et qui lui vaut immanquablement de se sentir bafoué, inaudible et rabaissé. Chacune de ces sorties se doit d'être précipitée, tant les forces de l'intrinsèque se déploient contre ces décisions, dont une des premières est « j'ai le droit, moi aussi, de me promener dans la rue ». C'est souvent qu'il arrive en sueur à nos séances, car il ne peut sortir qu'au tout dernier moment, ce qui justifie qu'il aille à toute vitesse, au mépris des divers codes sur sa route. Ces droits, qu'hardiment il écrit chez lui, « j'ai le droit, moi aussi, de », sitôt qu'il a à les soutenir devant l'autre, ces droits-là volent en éclats. Il en est un qui lui coûte plus que tout autre à élaborer. C'est celui qui relève de son droit à l'image, à l'apparence. C'est un droit qu'il n'a de cesse de peser, de mesurer, de supposer, et pour lequel toujours il a à en découdre, en souffrir, pour finir par y renoncer. Cette étude minutieuse qui va de l'accessoire à la couleur de sa tenue, de son port, à sa démarche, à son allure, ne résiste pas aux premiers 100 mètres qu'il fera dans la rue à pied. Le premier regard qu'il accroche le décompose. Son corps se disloque, il n'a plus que la solution de se défaire de ce qu'il aura si consciencieusement choisi pour se parer. C'est alors que son maniérisme lui vaut toutes les turpitudes d'une capitulation ignominieuse. Ce maniérisme qui peut être quand même aussi révélateur des attitudes de rupture avec ce réel. Décomposer, c'est son mot. Décomposer, non pas livide, mais désassembler en morceaux. Je fais peur à moi, je fais peur aux autres, ça fait peur à voir, me dira-t-il d'un souffle. Ça fait peur à voir lui évoquera une série de souvenirs de ses premiers pas de collégien jusqu'à la sortie du lycée, en lien avec ses rencontres avec les autres, qui tout aboutissaient à la conclusion qu'il leur apparaissait sous une apparence d'indignité, de ridicule. Un souvenir le plus ancien renvoie à une injonction du père, arrête de faire la folle. Il avait alors environ 12 ans, et me dira n'avoir pas compris l'emploi de ce mot. Ici, à ce point de décomposition où se trouve Hervé, je souhaite évoquer un des ouvrages dont je me suis aidée pour cette intervention. Il est intitulé « Logique du délire » et son auteur, Jean-Claude Malval, est psychanalyste et professeur à Rennes 2 de psychologie clinique. Notamment parce qu'il soulève un point très important, et autant que très délicat, de la clinique, celui de la différence entre délire psychotique et délirium névrotique, qui était essentiel pour nous repérer. Selon l'auteur, cette distinction se trouve déjà sous la plume de Freud, et est largement émoussée par la traduction en français notamment. Freud parle de délire ou délirium, je cite Malval, à quelques rares exceptions près, en rapport à l'amnésia, la psychose hystérique et à certains troubles de l'homme aura, tandis que le mot van est presque toujours employé en référence aux constructions paranoïaques.